Nous sommes au nord du Rwanda le 4 juillet 2015. 21 ans plus tôt, les Inkotani s'emparaient de la capitale Kigali et mettaient fin au dernier génocide du XXe siècle, celui des Tutsis du Rwanda. Inkotani est le nom donné au Front patriotique rwandais, mouvement politico-militaire fondé en 1987. À sa tête, un des chefs d'État les plus secrets, contrastés et polémiques de son époque, la nôtre, Paul Kagame. Il m'a fallu 2 années pour le rencontrer, 2 années sur les traces d'une histoire aux plaies béantes. biri mu kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Ntabwo dukeneye uturandaza, ntabwo dukeneye utumurikira ngo atwereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro. Turayizi, tuzayishakira, twarabiharaniye, twarabipfiriye. Nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzanaho agasuzuguro. En 100 jours, entre avril et juillet 1994, le Rwanda avait inventé la plus efficace machine de mort de l'histoire de l'humanité. 1 million de Tutsis exterminés par les extrémistes Hutus, avec le soutien actif de la population. Paul Kagame et les Inkotani sont au cœur de cette histoire complexe, d'une violence inégalée et qui ne mérite aucun raccourci. Et c'est à hauteur d'homme, par leur voix, que je voulais parcourir cette aventure démesurée, la leur. Au cours de l'histoire, les différents rois et royaumes avaient des armées. Il n'y a aucune trace, nulle part, de Rwandais tuant d'autres Rwandais comme ça. Ce vieux truc à propos des Hutus et des Tutsis, ils faisaient tous partie de l'armée du roi. Et beaucoup de Hutus étaient chefs ou commandants. Inkotani était une des armées de l'époque. Commençons par les années 50. À la limite des zones d'influence anglophones et francophones d'Afrique, voisin des riches terres du Congo, le Rwanda est l'un des plus petits pays du continent. Il est aussi le plus densément peuplé. Le pays aux 1000 collines ne produit guère que du café et vit bien malgré lui sous domination coloniale belge. 3 groupes sociaux y partagent la même langue, le même Dieu et la même terre. Les cultivateurs Hutus, majoritaires, les éleveurs Tutsis et les Tois. Dès leur appropriation du pays, les Belges favorisent une élite Tutsi pour asseoir leur autorité. Mais dans le contexte des luttes d'indépendance des années 50, ces mêmes élites Tutsi revendiquent désormais la fin de la tutelle coloniale. Les Belges s'alarment et, appuyés par le Vatican et l'Ordre des Pères Blancs, organisent l'émergence politique des Hutus sur un principe de revanche sociale. Les conséquences sont immédiates et tragiques. Dès 1959, des violences éclatent contre la minorité Tutsi, prenant le nom de révolution sociale. Sur fond de pogrom, une indépendance en trompe-l'œil est signée en 1962 par un jeune président Hutu du Sud, Grégoire Kayibanda. Au final, 20 000 Tutsis sont assassinés et 150 000 s'exilent dans les pays alentours. Certains sont allés au Burundi, d'autres au Congo, en Ouganda, en Tanzanie. Ma famille est allée en Ouganda. C'est là que nous sommes restés, réfugiés pendant une vingtaine d'années. J'ai grandi dans un camp de réfugiés.
ces camps étaient déplacés d'un endroit à un autre en Ouganda. Quand je suis arrivé dans le camp de réfugiés, il y avait des militants qui combattaient le gouvernement du Rwanda. Ils étaient plus âgés que moi. On écoutait leurs histoires, on les considérait comme des héros. De temps à autre, ils attaquaient le Rwanda depuis le Congo, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. C'étaient les histoires des combattants qu'on appelait Inyenzi. Ces terroristes se trouvent à l'extérieur du pays et ils agissent par raids de 10, 20, 40 hommes qui entrent dans le pays nuitamment. Quelles sont leurs possibilités? Je crois qu'il leur sera absolument impossible de renverser le régime. Vous êtes Tutsi? Si, je le suis. Qu'est-ce que vous allez devenir maintenant? Moi, peut-être un prisonnier ou un mort comme ça. Vous n'avez pas peur de mourir? Tout le monde meurt. Puis ils ont perdu le moral, leur énergie. Ils se querellaient entre eux. Ils n'étaient même pas capables de formuler une cause commune pour laquelle se battre. Que faut-il penser, selon vous, des Inyenzi, des terroristes Tutsis? C'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits. Grégoire Kayibanda se maintient à peine plus de 10 ans au pouvoir. Un pouvoir caractérisé par la mise au ban d'une partie des Tutsis restés au pays, massivement déplacés dans les marais insalubres du Bugesera, en compagnie des moustiques et des mouches tsetse. Le sort de la minorité Tutsi rwandaise n'est guère plus enviable lorsque Juvenal Habyarimana, Hutu du Nord, renverse Grégoire Kayibanda et prend le pouvoir en 1973. Si les massacres cessent, la discrimination, elle, se perpétue. Après l'échec des Inyenzi, la lutte des Tutsis rwandais se réorganise dans l'exil, et particulièrement en Ouganda, où vivent une majorité de ces exilés. La lutte est d'abord culturelle. Elle devient ensuite politique, puis militaire, et grandit à l'aube des années 80, dans la rébellion d'un jeune révolutionnaire panafricaniste ougandais, Yoweri Museveni. The National Resistance Movement is a nationalist organization. It is a nationalist in the sense that it is fighting for the aims of the whole country and not for aims of a section of the country. Ils sont venus d'eux-mêmes, car nous recrutions un recrutement ouvert. Et il n'est pas facile de savoir qui est rwandais, qui est ougandais. Nous sommes le même peuple. Si les jeunes rejoignent votre armée, vous ne pouvez pas savoir s'ils sont rwandais ou pas. Ils appartenaient à la diaspora Tutsi. Les Tutsis rwandais composent un tiers de cette rébellion et sont guidés par une figure charismatique, parmi les premiers compagnons d'armes de Museveni, Fred Rwigema. Dans son sillage, un autre exilé Tutsi, jeune stratège discret mais redoutablement efficace, se démarque, Paul Kagame. Yoweri Museveni sait être reconnaissant quand il prend le pouvoir en Ouganda en février 1986. Fred Rwigema devient vice-ministre de la Défense, Paul Kagame chef adjoint du renseignement. L'histoire peut être cruelle. Dans les tribunes, le président rwandais Juvenal Habyarimana pense assister à l'émergence d'un allié régional. Se doute-t-il alors qu'il regarde défiler ceux qui provoqueront sa chute quelques années plus tard? En 1986, la plupart d'entre nous avaient déjà participé à la lutte armée en Ouganda et y avaient acquis des compétences. On y a beaucoup appris, on se développait et gagnait en maturité, idéologiquement et politiquement. Nous avons essayé de rassembler tout le monde. C'est de là que vient le nom Front patriotique rwandais. Le FPR Inkotani se forme en décembre 1987, porté par une majorité d'exilés Tutsis et quelques opposants Hutus, comme Alexis Kanyerengwe
futur président de la branche politique. Le mouvement politico-militaire se met en place dans la plus parfaite clandestinité. Fred Rugema prend la tête du mouvement, avec un but, le retour des exilés. Le FPR Inkotani prépare donc la guerre. Les années 1988 et 89 sont marquées par de vives tensions en Ouganda. La présence massive des exilés Tutsis est de plus en plus mal perçue dans l'armée et chez une partie de la population. Well, though they've been, given hospitality for the last 30 years, Rwandese in Uganda have been treated as, they came over as workers and, they've always been looked down on. So they've been disgruntled people. So that's why they should really go. Sous la pression, Yoweri Museveni réagit et décide du recensement des exilés Tutsis présents en Ouganda. Fred Rugema comprend parfaitement le message. Les exilés Tutsis sont désormais menacés. L'heure est venue, après 30 ans d'exil, de déclencher le retour au pays. Je n'arrêtais pas de dire à Rugema, écoute, on s'est battu ici en Ouganda et on a gagné. Mais on s'est battu car on avait le soutien de la population. Au Rwanda, continuez votre combat politique. Je vous aiderai, car je ne veux pas que vous soyez battus et que vous reveniez ici. Au sein de la NRA, beaucoup de Rwandais étaient d'avis que nous devions attaquer le Rwanda. Ça s'est décidé très vite. On a fait route jusqu'à la frontière, comme soldats ougandais, uniformes, armes, etc. Après avoir franchi la frontière, nous avons retiré nos insignes militaires, nos grades, tout en gardant nos uniformes. L'attaque sur la frontière le 1er octobre a été très aisée. Les troupes d'Abiyarimana ont pris la fuite. Au matin, avant de quitter Kagitumba, on a été surpris de voir que l'ennemi nous tirait dessus avec son artillerie. Notre chef, le général-major Fred Rugema, a pris la tête. Et 1 minute plus tard, alors qu'il était debout, sur une colline exposée, à découvert, juste devant l'ennemi, l'ennemi a tiré au hasard. Et il a été touché au front. Et il est tombé. C'était la fin. Fred Rugema a-t-il été tué sur le champ de bataille, comme l'affirme la version officielle, ou plutôt lors d'une dispute avec ses officiers subalternes, comme certains le répandent alors? Une chose est sûre, les Inkotani n'ont plus de leadership sur le front. La mort de Fred Rugema reste secrète. En interne, les Inkotani ne doivent pas être découragés. Face à l'ennemi, il s'agit de ne pas avouer sa faiblesse. Vous savez que parmi eux, il y en avait qui avaient fait la guerre de libération de l'Ouganda. Vous savez qu'ils étaient aguerris dans le sens de la guerre conventionnelle de la guérilla. Lors de l'attaque du 1er octobre 1990, eh bien, à la réception du message, nous avions peur, ça c'est sûr, avec moi et mes camarades, de la génération, comme vous le dites, parce que nous n'avions pas fait la guerre. Je vous ai dit que nous avons été attaqués et que les assaillants, après leurs opérations d'attaque, se faufilaient dans la population. Ils en ont profité pour attaquer la capitale et le lendemain, nous avons décidé d'opérer une rafle tout autour de Kigali. 10 000 Tutsis sont raflés à Kigali. Abiyarimana fait aussi appel à ses amis, le Zaïre de Mobutu, mais surtout la France.
Le lien entre les présidents français et rwandais date du début des années 80 et sont étroits. Dans la meilleure tradition de la France-Afrique, il n'est pas question pour François Mitterrand de lâcher son principal allié en Afrique de l'Est. J'étais dans le bureau de Jean-Christophe Mitterrand le 5 octobre. Le téléphone a sonné et j'ai rapidement compris que c'était Habyarimana qui l'avait au téléphone, qui l'appelait. La conversation dure 4-5 minutes. Il raccroche le téléphone et puis il me dit « Oh là 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 là, ça y est, bon, ça a pété à Kigali, les rebelles ont atteint Kigali », ce qui était faux, mais c'est ce qu'Habyarimana lui avait dit, évidemment, et lui semblait le croire. Et il me dit « Bof, on va lui envoyer quelques bidas au petit père Habyarimana ». Il dit « Dans 3 mois, personne n'en parlera plus ». Il est bien évident que c'était une vue un peu rapide de la situation. Nos forces ont été complètement anéanties. On a donc dû changer de tactique. On est revenu à la guérilla avec des unités mobiles. Ça permet de causer des pertes, mais aussi de survivre. Paul Kagame, en formation aux États-Unis, revient en urgence et prend la tête des Inkothanis démoralisés et décide d'une stratégie déterminante, quitter les plaines où ses hommes sont trop visibles pour les canons ennemis pour s'enfoncer dans les montagnes volcaniques à partir desquelles il peut réorganiser sa guérilla. Cet échec a été une cruelle leçon. Voyez où nous en sommes. Nous en sommes là à cause de l'indiscipline. Donc nous avons dit, faisons un choix. Soit nous sommes disciplinés et agissons efficacement et au bon moment, soit nous périssons. Je pense qu'aucun de nous ne veut faire le choix de périr. Donc on a commencé à être attentif à tout, à commencer par nos vies. Tant de gens ont été tués à cause de l'indiscipline. Kagame déployait l'APR dans des opérations, forçant Habyarimana à déployer les siennes. Les forces d'Habyarimana avaient perdu l'initiative et ne faisaient que répondre à nos mouvements. Les Français sont entrés sur le territoire pour les aider. J'ai entendu les Français se plaindre. Je ne me souviens plus très bien du français, mais nous écoutions les radios des Français et des phares. Je les ai entendus dire, les phares sont très très faibles. Ils les injuriaient. Bien sûr, la France, je veux dire le gouvernement. Quand je parle de la France, je ne parle pas des gens. Je veux dire le gouvernement et les institutions qui la représentent, pas le peuple français. Ils étaient avec Habyarimana, avec son gouvernement. Ils utilisaient leurs armes, des mortiers de 105 et de 120 mm. Les armes françaises font beaucoup de victimes parmi les Inkothanis, qui s'en souviendront longtemps. L'année 1992 est rythmée par une alternance de combats et de cessez-le-feu. 2 ans après le début de la guerre civile, ce sont des villes désertées par des populations terrorisées dont s'emparent les Inkothanis. Paul Kagame et ses hommes s'établissent dans une usine à thé à Mulindi, qui a l'avantage de surplomber les collines du nord du Rwanda.
Tandis que les Inkotani progressent militairement, des civils Tutsis, appelés Inyenzi, les cafards, en écho aux années 60, commencent à être massacrés par les milices du président Habyarimana, dont les proches appellent à des meurtres massifs et systématiques. Le 8 février 1993 aurait pu changer la face de l'histoire. Les Inkotani décident, en réponse au premier massacre, une attaque d'envergure qui les mène jusqu'aux portes de Kigali. Seule la pression diplomatique sauve Habyarimana. Les leaders de la région disaient « Non, vous devez arrêter et négocier ». Les Français disaient « Vous devez arrêter et négocier ». Les Américains disaient « Vous devez négocier ». Les Belges disaient « Vous devez négocier ». On a dit « Ok ». Paul Kagame ne prend pas le risque d'une victoire militaire trop hâtive. Mais il vient de montrer aux yeux de la communauté internationale son incontestable supériorité militaire. Censé contrer l'escalade de la violence, un jeu de dupes se met en place à Arusha, en Tanzanie. Négociation pour une paix dont personne ne veut. Habyarimana est paralysé. D'un côté, une partie de l'armée, derrière son directeur de cabinet, le colonel Théoneste Bagosora, refuse de négocier avec le FPR. De l'autre, l'Akazu, clan familial mafieux et affairiste dirigé par sa femme, tient le pays en otage. On est venu ici pour négocier les derniers détails de la mise en place du gouvernement de transition. Bagosora ne voulait pas que les choses changent. Rien. Ce qui s'est passé est une agression par des étrangers. C'est comme ça qu'ils nous appelaient. Et qui aurait dû être stoppé militairement. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils sont venus négocier. Parce qu'ils perdaient la guerre, c'est tout. Quand il est sorti, furieux des négociations d'Arusha, c'est là qu'il nous a dit qu'il allait provoquer l'apocalypse. La victoire diplomatique en faveur des Inkotani est écrasante, bien trop écrasante. Les Inkotani obtiennent 50% des officiers et 40% des hommes de rang dans la nouvelle armée à constituer.